Bonjour à tous, c'est Asynchrone, bienvenue sur le podcast des Makers. On se retrouvera tous les lundis matins à 7h pétantes, en vidéo sur YouTube et Spotify et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, on reçoit Kevin Jourdan qui sera notre premier invité et qui viendra nous parler de son parcours d'éditeur de site avant la création de Dot Market. C'est notre premier podcast, du coup il y a eu des petites erreurs techniques. Ne faites pas attention à ça, je vous promets que les prochains seront en bonne qualité. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner dès maintenant pour ne pas louper les prochains podcasts et surtout laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du format et si vous avez des personnes en tête que vous aimeriez voir sur ce podcast prochainement. Merci à vous et bonne écoute. Au tout début, j'ai pas cherché à faire un truc, tu vois, si on parle de site d'autorité, par exemple, à l'époque, c'était pas vraiment l'idée. En 2013, je commence à me pencher un peu sur la question. Je multiplie les sites sur des noms de domaine, des EMD très précis, avec l'idée de reproduire finalement ce que j'avais eu l'impression de réussir. Et je me dis, tiens, si ce petit site-là, il a réussi à générer 30 balles par mois, peut-être que je peux en faire 10 qui vont générer 30 balles par mois aussi avec produitpascher.fr, produitmoincher.fr, acheterproduit.fr, etc., etc. Donc j'en fais plein et il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Et en fait, il me faudra probablement 1 an et demi avant de tout rebasculer sur un nom de domaine principal qui est le site finalement Pharma avec lequel j'ai commencé à bloguer aussi et à faire des petits trucs dans la communauté SEO. Et ce site-là, il existe toujours. Techniquement, il s'est fait éclater par Google Medic à l'époque. C'est le premier projet qui a un peu d'affect et je m'en suis pas séparé. Je l'ai gardé. Ouais, je l'ai gardé. Alors Kevin, bienvenue. Yes. Mais écoute, ravi, content de démarrer ce podcast avec toi. Ça fait plaisir. Merci pour l'invite, hein. Écoute, c'est avec grand plaisir que je te reçois. Je voulais te demander de te présenter un peu parce que je sais que beaucoup de personnes te connaissent sous le nom de dotmarket.eu sur Twitter, mais je pense que peu de personnes, en tout cas peu de nouvelles personnes dans l'édition de site, te connaissent la personne d'avant, l'éditeur de site fou qui était Kevin Jourdan et toute ton épopée dans ce domaine-là. Donc, tu as commencé l'édition de site Premier site 2012. Mes 2012. mes premiers sites qui rapportent 2013 et full-time édition de site début 2014. Époque où j'étais encore salarié aux Philippines. Et 2014, je fais 2 démissions à la suite. Et je décide de lancer ça full-time édition de site. Ok, et qu'est-ce que tu faisais aux Philippines du coup à ce moment-là? À ce moment-là, ben, j'étais déjà dans l'affiliation, mais chez l'annonceur. J'étais responsable de plusieurs canaux d'acquisition pour une boîte qui faisait des programmes minceurs en ligne. Mais mon plus gros canal d'acquisition à gérer, c'était celui de l'affiliation. Donc, je passais mes journées, en fait, à décortiquer les performances d'affiliés et à trouver des nouvelles pistes pour aller pousser nos programmes et à négocier les CPL avec les affiliés et les plateformes d'affil avec lesquelles on bossait pour essayer d'avoir plus de volume. Et un jour, je me suis dit, bah, ça a l'air plutôt cool d'être affilié, parce que eux, tous les mois, dès qu'ils font une perf de ouf, ils prennent un chèque qui est vachement plus gros que mon salaire. Peut-être que je pourrais basculer de l'autre côté et essayer de monter mon propre site d'affilié et réussir. Bon, ça n'a pas réussi tout de suite, hein, mais c'était un peu l'idée initiale et c'est comme ça que j'ai découvert le mode de l'affiliation. Au-delà du fait que j'étais en coloc avec un mec qui en faisait et ça aide, tu vois, d'avoir un pote qui tous les jours, quand toi tu pars au boulot, est devant son ordi sur la petite terrasse et il te dit tiens, passe une bonne journée au taf, mec, moi je vais écrire 2 articles sur mon site et ça va tomber. Donc voilà un peu la genèse. C'est marrant, c'est que je te rejoins là-dessus, c'est toujours cool d'avoir un pote avec qui commencer, une personne qui est dans le même domaine là-dessus. Et tu disais du coup que tu as commencé avec ton premier site et que c'était pas une grande réussite. C'était quoi comme site? En fait, le premier site, c'est pas que c'était, enfin, ça a été une réussite dans le sens où il m'a montré que c'était possible, mais c'était pas une réussite dans le sens où je savais pas du tout ce que je faisais. Donc, pour la petite histoire, en fait, 2012, le premier site que je lance, je reprends le code source du site d'un pote
qui était un one-page site. À cette époque, tu pouvais encore le faire, tu vois. Et je reprends juste son code source, je le mets sur un bloc-notes, je l'upload en source, tu vois, index.html sur un serveur. Je connaissais pas WordPress, je savais pas que fallait faire des trucs un petit peu plus propres, tu vois, donc je le balance sur un nom de domaine que j'avais acheté et j'oublie. Et 2012, c'est une super année bis pour la boîte dans laquelle je bossais. Donc j'ai pas trop, tu vois, l'occasion de me pencher là-dessus. Et ça, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée quelques fois. En fait, tous les mois, je reçois un email de PayPal qui me dit il y a quelqu'un qui veut vous envoyer des thunes. Et moi, tous les mois, pendant des mois et des mois, je supprime ça en disant bah, c'est du spam, tu vois. Qui c'est qui veut m'envoyer des thunes sur PayPal? Et c'est en 2013, en fait, donc quasiment un an après, que un jour, je sais pas, tu vois, je devais en avoir marre ou quoi que ce soit, je me connecte sur PayPal finalement et je vois qu'il y a réellement quelqu'un qui essaye de m'envoyer à l'époque 400 balles. Et en fait, ces 400 balles, ça correspondait à une moyenne de 20, 30, 40 dollars par mois depuis quasiment un an, qui n'arrivait pas sur mon compte parce que j'ai fait les vérifications, etc. Et donc là, ça fait tilt, tu vois, et je réalise que réellement, il y a un truc qui m'envoie des thunes, et en creusant, je réalise qu'en fait, c'est le index.html tout dégueulasse que j'avais mis un an avant, qui tous les mois fait quelques ventes d'un produit pharma de l'époque, tu vois, que je proposais et que ça fonctionne. Et donc à partir de là, j'en parle à mon pote et il me file des ressources à aller voir. Et donc et c'est à partir de là en fait que je rebascule, enfin que je bascule sur un truc un peu plus professionnel, c'est-à-dire que je dégage mon index.html, je mets un vrai WordPress et je commence à bosser sur le site. Ok. Parce que ouais, c'est bien ce que je me souviens, c'est que de ton côté, t'étais bien dans la pharma pendant un bon moment. Et du coup, tu dis que ton premier site, qui n'était pas un WordPress, tu l'as commencé en pharma, donc tu vendais probablement des beaux produits, et tu as basculé sur un gros WordPress derrière. Et qu'est-ce qui est devenu ce site, du coup? Alors, au tout début, j'ai pas cherché à faire un truc, tu vois, si on parle de site d'autorité aujourd'hui, par exemple, à l'époque, c'était pas vraiment l'idée, hein. 2013, quand je commence à me pencher un peu sur la question, je multiplie les sites sur des noms de domaine, des EMD très précis, avec l'idée de reproduire finalement ce que j'avais eu l'impression de réussir. La réussite, à prendre, à mettre entre guillemets, tu vois, mais je me dis, tiens, si ce petit site-là, il a réussi à générer 30 balles par mois, peut-être que je peux en faire 10 qui vont générer 30 balles par mois aussi avec produitpascher.fr, produitmoincher.fr, acheterproduit.fr, etc., etc. Donc j'en fais plein. Euh, et il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Et en fait, il me faudra probablement un an et demi, ah, quand même, tu vois, ça grimpe, hein, ça commence à générer des thunes, mais un an et demi avant de tout rebasculer sur un nom de domaine principal, qui est le site finalement pharma avec lequel j'ai commencé à bloguer aussi et à faire des petits trucs dans la communauté SEO. Et ce site-là, il existe toujours. Techniquement, il s'est fait éclater par Google Medic à l'époque, mais c'est le premier projet, tu vois, c'est le premier gros projet, donc il y a un peu d'affect et je m'en suis pas séparé, je l'ai gardé, ouais, je l'ai gardé. Ouais, c'est marrant pour la petite histoire. C'est vrai que on citera pas le nom de la personne, mais à une époque, t'as une personne qui est un de mes potes et qui est un de tes concurrents. Et je me souviens que c'était du coup en décembre. Non, c'était décembre. Je me souviens plus de la date de la Medic Update. C'était juillet-août 2018. Et après, il y a un Juillet, août, rollback. c'est ça. Et on était au Portugal. Ouais. Ouais, à l'époque, on était au Portugal et je me souviens bah, de la Medic Update et que c'était totalement fatal pour le côté pharma. Et du coup, toi qui avais été impacté, et à l'époque, tu voulais du coup, tu avais l'ambition de continuer dans la pharma et de racheter le site de mon partenaire du coup. C'est vrai, ouais. À l'époque, j'ai fait un truc qu'aujourd'hui je ferais plus dans l'édition de site. C'est que j'ai un peu mis tous mes œufs dans le même panier et je me suis emballé sur un truc où je pensais avoir les épaules pour développer un média santé, alors que je savais pas vraiment ce que c'était un média santé, tu vois, avec le recul, hein, quand aujourd'hui je vois ce que c'est un site média. Mais j'ai fait
j'ai fait un all-in sur le développement de ce site. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je crois comprendre ce que Google Medic veut dire, ce que les critères EAT veulent dire, etc. Bah vas-y, je vais all-in. Et donc j'avais fait des partenariats en fait avec des professionnels de la santé, dont certains très connus, qui avaient des belles audiences, et je leur faisais rédiger du contenu pour mon site. Et je publiais, je publiais, je publiais. J'avais embauché quelqu'un pour faire rédac chef et puis gérer un petit peu tous ces gens-là, les partenariats, etc. Et du coup, j'ai réinvesti quasiment tout ce que ce site générait dans l'optique d'essayer de le faire exploser pour devenir un média. C'est un site qui, à son max, faisait 450 000 visites par mois. Je l'avais fait traduire en espagnol, en portugais, en allemand, en anglais, en néerlandais. Et en fait, quand Google Medic est arrivé, ça a d'abord dégommé toutes les sub-languages et ensuite seulement ça a dégommé la France. Mais en l'espace de 3 mois, il est passé de 450 000 visites par mois à 35 000, tu vois. Ok. Et du coup, si je reprends bien les étapes, tu avais commencé par répéter ce qui marche, donc faire des petits sites, faire un petit site sur un mot-clé différent à chaque fois, donc ça fonctionnait bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? T'as regroupé tous ces sites ensemble Ouais. En fait, ou t'as gardé ces petits sites à côté? non, j'ai tout regroupé. Ce qui s'est passé, c'est que à cette époque-là, il y a eu les prémices un petit peu de la notion de site d'autorité. Ok, c'est à peu près à 2016, 2015, 2016, 2017, dans ces eaux-là, tu commences à avoir aux US la notion de site d'autorité qui pop versus site de niche. On va pas revenir sur le débat, mais bon, globalement, arrête les tout petits sites ultra nichés, puis essaye de lancer des sites un petit peu plus qui regroupent plusieurs niches. Et donc, c'est ce que je fais. J'achète un nom de domaine un peu plus généraliste, toujours dans la pharma, évidemment, et je rapatrie une partie des sites. Mais je garde ceux qui fonctionnent le mieux, les petits, je les garde en solo project, quoi, en standalone project. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, je me prends une lettre d'huissier d'un laboratoire qui veut récupérer un des noms de domaine que j'ai qui cartonne. Un mini-site, hein, mais un mini-site qui faisait à l'époque, j'en avais parlé dans une conférence sur l'intention commerciale, il faisait 800 visites par mois, il générait 800 euros. Ouais, c'était propre, quoi. Ouais, Il faisait bien le taf. Et en fait, ce un laboratoire bon m'écrit, ratio. ouais, bon ratio. Et ce laboratoire m'écrit, elle me dit, on récupère le nom de domaine. Il y avait le nom de la marque dans le nom de domaine. Et j'ai pas le choix. J'essaye de me défendre un petit peu. Ils m'envoient une lettre, je me fais défoncer et je leur donne. Tu vois, j'en parle à quelques potes qui m'expliquent qu'il faut pas jouer avec eux, que de toute façon je gagnerais pas. Des potes qui avaient eu le même type de problème, donc je leur cède le nom de domaine. Et le truc, c'est que en fait, j'avais deux noms de domaine similaires. J'avais pas cher et moins cher. Produit pas cher et produit moins cher. Et ce qui se passe, c'est qu'ils me prennent le pas cher et j'ai toujours le moins cher. Et quelques mois après, bah, ils viennent toquer à ma porte pour demander le moins cher, tu vois, évidemment. Donc, Ok. à ce moment-là, fort de cette première expérience où je m'étais fait éclater, je leur dis oui tout de suite, mais je leur demande un délai de 45 jours parce que je leur dis que je suis en vacances ou je sais pas quoi. Et en gros, pendant ces 45 jours, je fais une 301 vers tout le contenu que je bascule vers mon site d'autorité. Et à l'époque, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit un conseil qui fonctionne du tout, hein, mais à l'époque, ça fonctionne. C'est-à-dire que la page sur laquelle je bascule le contenu vient prendre exactement la position du nom de domaine. Ça, évidemment, ça paraît logique, mais quand je leur file le nom de domaine, ma nouvelle page reste, elle drop pas, chose que je craignais évidemment à l'époque. Donc là, je me sépare du dernier nom de domaine, je vois que mon contenu reste, et donc je prends la décision de faire la même chose avec tous les mini-sites que j'avais, parce que j'anticipe, tu vois, que s'il y a un laboratoire qui est venu toquer 2 fois à ma porte, ça risque de faire la même chose avec tous les autres. Donc je regroupe tout sous le nom de domaine principal et au fil du temps, je drop finalement les petits noms de domaine avec les noms de produits pour éviter les ennuis. Ok, ok. Bah, c'est assez clair et il y a une question qu'on me pose souvent et c'est un débat, je pense, qui est partout, c'est est-ce qu'il vaut mieux bosser sur un site ou bosser sur plusieurs sites? Alors, moi, j'ai ma réponse perso dans le sens où euh,
si tu t'éparpilles, si tu éparpilles donc ta concentration, que tu te mets dans tous les côtés, donc avec plein de petits sites, c'est compliqué. Mais toi, du coup, avec cette expérience, qu'est-ce que tu ferais différemment et quelle est ta réponse là-dessus? Je pense qu'il y a une différence entre s'éparpiller sur 50 sites et s'éparpiller sur 2, 3, 4, 5 sites. Et 50 sites, moi, j'y arrive pas. J'ai jamais réussi. J'ai toujours eu 90% de mes revenus venant de un ou deux sites. Et tout le reste, j'arrivais pas à les développer par manque d'énergie, par manque de temps, par manque de cash à investir pour développer tout. Mais d'un autre côté, je l'ai vu, bah, le fait d'avoir 90% de mes revenus venant d'un site, le jour où il s'est effondré, ça a piqué et bah, tu vois, il m'a fallu quelques mois pour rebondir et retrouver un nouveau business à développer, quoi. Donc, je dirais que ma stratégie aujourd'hui, c'est d'avoir deux, trois sites, mais par contre, je veux que ces sites, ils soient vraiment solides. Euh, J'en ai pas 15, j'en ai pas un non plus, mais les trois, je vais vraiment investir pour que ça soit, si on doit revenir à cette notion de site d'autorité, tu vois, je veux que ça soit des références dans leur thématique. En gros, je veux pas trois sites à 2000 balles par mois, tu vois. Je veux trois sites à 10, 15, 20 Ouais. 000 balles par mois et je vais faire en sorte que chacun de ces sites ait le potentiel d'aller chercher ce type de revenus mensuels. Et du coup, tu restes dans la même niche avec ces sites-là, dans la même thématique, ou c'est des thématiques complètement différentes? Alors, idéalement, thématiques différentes, ça permet de pas être parce que aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, je suis dans deux thématiques. La thématique canine, sur laquelle je suis depuis des années, et la thématique rencontre, sur laquelle je suis maintenant depuis 3 ans environ, 3, 4 ans. Euh, Mes plus gros sites, mon plus gros site est dans la thématique rencontre, et le site canin, au fil du temps, il a baissé parce que moins d'énergie, moins de temps pour bosser dessus ou quoi que ce soit. On est en phase de revente du site dans l'univers canin. Et ça fait que je vais me retrouver 100% dépendant finalement de mon site plus les petits sites que j'ai montés autour dans l'univers du dating. La problématique de ça, c'est pas tellement que, tu vois, si le site dating il tombe, tu vas me dire, tu en as d'autres qui peuvent éventuellement prendre le relais. Tu peux récupérer le contenu, tu peux en booster d'autres, etc. Le problème, c'est que c'est tous la même affiliation. Et en affiliation, la problématique, elle est multiple. Tu peux te faire dégommer par Google, ça c'est une chose, mais ça, c'est le problème, il est que pour un site. Mais tu peux aussi perdre le partenariat affilié si celui-ci disparaît. Et ça, c'est plus problématique parce que si tu as 10 sites dans la même thématique et que tu personne qui est capable de revenir monétiser au même niveau, bah, tu auras aussi des ennuis. Ça m'est arrivé à l'époque dans la pharma, où du jour au lendemain, une grosse pharma avec laquelle vous avez probablement bossé a fermé. Euh, Bah, tu vois, c'était la galère, quoi. Heureusement, il y a Tritid qui s'était lancé à l'époque. Et je me rappelle, j'étais leur tout premier affilié français parce que je les ai appelés un peu en panique en disant les gars, vous pouvez me sortir du pétrin. Il y a Trader qui vient de fermer et à l'époque, ils ont été ultra cool. Ils avaient même pas ouvert le programme affilié France et ils m'ont dit, bah, vas-y, tu sais quoi, on te file des liens, c'est encore en bêta, désolé si ça fonctionne pas très bien, mais 48 heures après, j'avais tous mes liens changés et j'avais basculé sur Tritid et le site était reparti à la hausse. Mais mine de rien, tu vois, ce jour-là, c'est pas Google qui m'avait fait perdre tout mon business, c'était la fermeture d'une plateforme et il y avait personne d'autre qui était sur le marché. Donc je dirais que idéalement, tu as deux, trois sites mais pas forcément dans la même thématique, parce que sinon, tu es quand même dépendant d'un partenaire, et si ce partenaire, il disparaît ou qu'il te la met à l'envers, c'est compliqué. Non, assez d'accord là-dessus. Mais il y a aussi autre chose, je pense, dans la diversification. Là, on parle de thématiques et de niches. Je sais que c'est quelque chose que tu as fait dans l'univers canin, du coup, avec tes sites. C'est la diversification de monétisation. Et je sais que tu as différents moyens de monétiser sur ces sites-là. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour se protéger justement de ces plateformes d'affiliation, ces programmes d'affiliation qui peuvent tomber ou simplement fermer à tout moment, est-ce que tu penses que diversifier les moyens de monétisation sur ton site, c'est une bonne idée? Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Il y a diversifier les moyens de monétisation et diversifier les excellentes relations avec des acteurs du domaine. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, dans l'univers de la rencontre, j'ai de très bonnes relations avec différentes plateformes. Il s'avère que je suis engagé avec une plateforme, donc j'ai pas le droit réellement, tu vois, de pousser les autres.
Mais le fait d'entretenir des très bonnes relations avec ces plateformes, ça me permet de sécuriser le fait que si un jour ça se passait mal avec la première, je pourrais probablement aller négocier avec les autres de très rapidement trouver un backup. Donc ça, c'est la diversification en étant, en entretenant ton réseau avec les acteurs de ton écosystème pour faire en sorte que si un problème arrive, tu puisses compter sur d'autres partenaires. Et ensuite, évidemment, démultiplier les sources de monétisation et d'acquisition de trafic, c'est un peu la base de l'édition de site. Si tu peux avoir des affiliations bien réparties pour que chacune fasse peut-être 20% max de ton affil, ce serait génial. Si tu peux placer de l'ads, si tu peux avoir une base mail avec des sponsors sur ta newsletter, plus tu auras d'options de monétiser et moins tu seras dépendant d'une perte de partenaire ou d'une baisse de performance d'un partenaire. Ok. Donc, bien se protéger en diversifiant, mais aussi en ayant un bon relationnel avec une bonne relation avec son partenaire, donc d'affiliation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'il y a des personnes derrière ces programmes d'affiliation, et c'est vrai que si tu les contactes, je pense l'univers de la santé et pareil du dating, voire de la voyance, c'est un peu plus clair parce qu'en fait, dès que tu rentres dans le programme d'affiliation, tu as un affiliate manager, donc un manager qui va s'occuper de toi. Et du coup, tu rentres en contact directement avec cette personne, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est vrai que moi, c'est principalement dans tout ce qui est nutrition, santé, où j'ai vu ça, où tu as vraiment un manager qui t'est attribué. Et du coup, tu peux rentrer en contact avec, tu peux discuter, tu peux négocier tes commissions. Et même si tu as des problèmes des fois de tracking, par exemple, tu peux leur demander, ils vont jeter un œil. Et c'est arrivé il y a pas longtemps à un pote, gros problème de tracking, ils ont regardé, ils ont envoyé l'argent derrière. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes derrière et qu'avoir des bonnes relations avec elles, c'est quand même pas mal. Et en tant qu'affilié, tu as vite tendance à considérer que un programme affilié te doit de l'argent et tu peux faire ce que tu veux avec eux, leur envoyer du trafic pourri, etc. C'est faux. T'as raison, il y a quelqu'un derrière et plus tu traites bien les affiliate managers et mieux ils bosseront avec toi. Mais à l'inverse, il y a beaucoup d'affiliate managers ou de plateformes d'affil qui oublient que les affiliés sont leur gagne-pain et qui traitent comme de la M leurs affiliés et dans ces cas-là, bah, c'est pas bon non plus sur là. Donc pour moi, les meilleurs partenariats, c'est avec des gens qui ont pigé ça des deux côtés. Ayant été affiliate manager chez l'annonceur, euh, je pense que ça m'a donné un petit, tu vois, je savais comment mes affiliés aimaient être traités, et du coup, en tant qu'affilié, bah, je vais vers des gens qui me traitent de la même manière que j'aimais traiter mes affiliés, quoi. C'est vrai que tu avais cet avantage-là, du coup, d'avoir vu l'autre côté de l'affiliation et du coup de savoir comment ça fonctionne derrière et du coup pouvoir mettre ça à ton avantage. J'ai une question par rapport à l'édition de site. Donc, tu as commencé il y a de ça des années, donc tu disais 2012-2014. Aujourd'hui, on est en 2022. Tu fais toujours de l'édition de site, mais tu fais bien sûr autre chose à côté. On en parlera plus tard. Ma question, c'est principalement qu'est-ce que tu as apporté l'édition de site? Tout, tout. Euh, Tout. déjà à l'époque, bah ouais, tout, parce que ça m'a apporté. En fait, tout mon parcours, il est dicté par la réussite ou l'échec de l'édition de site. Euh, je vais essayer de faire court, mais ça me permet de démissionner à l'époque. Si j'ai pas l'édition de site, je peux pas quitter mon taf, tu vois, parce qu'il faut bien que je gagne un peu ma vie. Deux, ça me permet à l'époque de découvrir que je peux me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà une ou deux petites expériences, mais qui avaient foiré. Et là, je réalise que finalement, être entrepreneur, ça peut aussi juste être éditer tes propres sites pour toi-même, tu vois. Donc, ça me met les pieds à l'étrier de l'entrepreneuriat. Après, on peut débattre de est-ce qu'un SEO est un entrepreneur ou pas, mais bon, on gardera ça pour un autre live. Mais sur le papier, ça me met le pied à C'est pas l'étrier pour de, retarder. de l'indépendance, en tout cas, la possibilité d'indépendance financière. Ça me permet d'être nomade à l'époque. Et ça, c'est un gros point pour moi à l'époque parce que je suis expatrié aux Philippines. Je sais pas trop quoi faire de ma vie après avoir démissionné, à part faire des sites. Et bah, le fait de gagner ma vie avec des sites, bah, ça me permet de réaliser que finalement, je peux le faire un peu de n'importe où. Et voilà.
trois, quatre, j'en sais rien, je vais arrêter de compter les points, mais ça me permet de rencontrer plein de monde. La preuve, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein. Ça permet de rencontrer plein de monde, d'être dans l'édition de site parce que les gens qui font de l'édition de site, voilà, t'as vite fait des points en commun, hein. Et après, qu'est-ce que ça me permet de faire d'autre? Bah, tu sais, ça me permet de financer les projets d'après, ça me permet de, d'aller faire des conférences parce que les gens s'intéressent à mon taf, ça me permet de développer, et à terme, ça me permet de développer Dot Market, tu vois, par exemple. Dot Market a été lancé et financé via l'édition de sites. Si j'ai pas mes sites qui tournent à côté, la première année où tout sort de ma poche pour monter la tech, la légale, la partie légale et payer mon équipe, euh, je le fais pas, tu vois. Et tu sais, quand j'ai lancé Dot Market, le premier truc qu'on m'a dit, c'est t'en vivras jamais et c'est pas possible. Et en fait, je comprends pourquoi les gens me disaient ça. C'est que le temps que tu puisses en vivre, il faut que tu aies des revenus à côté. Donc, les mecs qui ont essayé de lancer des plateformes de vente de sites qui n'avaient pas des bises qui tournaient à côté, je comprends pourquoi ils se sont pété les dents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons sites affiliés qui me payaient grassement chaque mois. Et ça m'a permis, tu vois, de monter Dot Market sans avoir à me dire, putain, faut absolument que je me paye à la fin du mois. Non, je me paye avec mes sites affiliés et j'ai le temps de bâtir un truc et de recruter des gens. Donc, ça m'a permis de tout faire, l'édition de site. Et même encore aujourd'hui, ça me permet de m'éclater, de comprendre mieux les updates, de mieux comprendre mes partenaires, mes clients. Euh, Quand je parle à un client qui veut vendre ou acheter un site et que je suis capable de partager mon expérience d'éditeur de site, ça fait aussi une différence. Ça, c'est notre différence avec d'autres markets par rapport au cabinet M&A classique, c'est qu'on est des éditeurs de sites. Donc, en termes de connaissance de ce que c'est un site internet et de comment ça fonctionne, c'est difficile de faire mieux, tu vois. Donc, ouais, ça apporte tout. Ça m'a tout apporté. Merci l'édition de site alors. Et tu parlais justement de ce côté-là quand tu as commencé Dot Market. Tu avais tes sites qui te rapportaient de l'argent. Est-ce que au moment où tu lances Dot Market, est-ce que tu bosses encore beaucoup sur tes sites ou pas? Ouais. Enfin, ouais, relativement. Je sais pas ce que ça veut dire bosser beaucoup sur un site avec les années, mais tu vois, c'est par période, quoi. Il y a des moments où tu bosses un petit peu plus, mais on va dire qu'au moment où je lance Dot Market, oui, je bosse beaucoup plus sur mes sites qu'aujourd'hui, proportionnellement. Et à un moment donné, justement, il a fallu faire un choix parce que j'étais encore au moment où je lance Dot Market, j'y crois pas forcément, tu vois, à l'ampleur que ça peut prendre. Il y a une partie de moi, tu vois, qui sait que je plonge un peu dans l'inconnu, je m'associe à une nouvelle personne, on commence à recruter, il faut développer une notoriété complètement différente. C'est un challenge complètement différent que l'édition de site classique. Et donc, je pense qu'il y a une partie de moi, tu vois, qui se dit, il faut bosser dur sur tes sites parce que si ça fonctionne pas, il faut que tu aies un backup jusqu'au jour où je réalise que finalement c'est deux projets complètement différents et il y en a un qui nécessite beaucoup plus que je m'y investisse publiquement et par rapport à mon équipe Dot Market et que à côté il faut que j'accepte que faut que je sacrifie peut-être un petit peu le travail que je fais solo parce que la réussite de l'entreprise est plus importante que la réussite de mes petits sites à droite à gauche. Voilà. Donc ça m'a forcé à me réorganiser. Et aujourd'hui, évidemment, avec l'expérience et le recul euh, et l'équipe, ça me permet de très bien développer mes sites perso, mais avec très peu de temps consacré et en parallèle de pouvoir repasser 95% de mon temps sur Dot Market. Non, c'est vrai que moi, tu vois, quand j'ai commencé sur Twitter, commencé la formation, c'est vrai que pour moi, c'était un énorme avantage l'édition de site, dans le sens où je me suis permis de tout lâcher pendant un mois, vraiment rien faire du tout et me mettre à 100% sur la création de la formation. Et ça, pour moi, c'est un aspect plutôt cool de l'édition de site, même si, tu vois, le revenu passif, c'est un très, très grand mot parce que oui, tu bosses tout le temps un peu sur tes sites. Mais je trouve ce qui est cool, c'est vraiment de prendre un mois, 2 mois off et de te mettre à fond sur un projet plus long terme, tu vois, comme Dot Market est pour toi, comme les makers est pour moi. Et je trouve que c'est un énorme avantage de l'édition de site. Totalement. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Tu vois, je passe 95% de mon temps, mais ça peut m'arriver de consacrer 2, 3 jours.
une fois tous les 2 mois, tu vois, où je vais mettre le nez dans un de mes sites et pendant 2, 3 jours, je vais faire que ça et voilà, tu vois, si j'ai une longue liste d'articles à publier, de CRO à faire, de partenariats à négocier, bon, bah, je vais le grouper et étaler sur 3 mois. Finalement, ça fait pas beaucoup d'heures de travail, mais l'édition de site t'offre cette liberté de pas avoir à bosser tous les jours sur le site et de pouvoir grouper les moments où tu fais pas mal d'actions et après être tranquille pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ouais, tout à fait. Et du coup, on va lâcher un peu l'édition de site. Et nous, on s'est rencontrés du coup à Chiang Mai, physiquement. Du coup, on s'est rencontrés à Chiang Mai en 2019 au Chiang Mai SEO. Et, c'était assez cool parce que moi, bah, je te suis depuis très longtemps avec notamment le nomade digital bah, t'es un peu une des raisons aussi pour laquelle je me suis lancé parce que je bossais avec une personne qui te suivait aussi et du coup on te suivait pas mal au début. Mais tout ça pour revenir au fait que ouais, on était à Chiang Mai. Euh, à l'époque où on était là-bas, nous on est resté quoi, 3 semaines, un mois, il me semble, en Thaïlande. Et toi, t'es resté quand même pas mal de temps et t'es connu sous le nom de nomade digital à la base. Du coup, quelle a été ton expérience en tant que digital nomade et qu'est-ce que tu penses de ce mot aujourd'hui? Euh, Ça fait drôle, tu vas te parler de cette époque entre guillemets, mais en gros, tu vois, il y a un moment dans l'édition de site où tu as un peu fait le tour de la question. Et ça, c'est avant Dot Market, ou alors c'est vraiment les prémices de Dot Market, tu vois, c'est pas encore une entité propre. Je crois que je trouve le nom Dot Market à la fin de mon séjour en Thaïlande, justement, tu vois. Et avant ça, c'est vraiment, avant ça, on commence à faire quelques trucs, mais c'est un peu à l'arrache. C'est la partie où je suis encore vachement sur mes sites, accroché à mes sites. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'édition de site, ça me permet en 2014 de quitter les Philippines, où je venais de passer 4 ans et demi, et je décide de partir et voyager. Je sais pas trop où aller, donc je commence à aller voir des potes à droite à gauche, et en fait, ça va durer quasiment 5 ans, ce style de vie-là, nomade. Et bah voilà, au fil des années, il y a plein de trucs qui me passent par la tête, et notamment l'idée de comment est-ce que je peux parler plus d'entrepreneuriat nomade, de nomadisme digital. C'est un terme qui commence à voir le jour à l'époque. Euh, c'est excitant, tu vois, de surfer sur cette vague, d'en faire partie, de rencontrer des gens géniaux un peu partout dans le monde qui ont ce style de vie. Et puis en fait, ça devient vite barbant dans le sens où c'est pas pour rien, tu vois, que t'as pas montré ta tronche pendant longtemps. Tu sais ce que c'est, quoi. En fait, c'est un taf, Ouais, il y a quoi. une raison à ça. Tu dois assumer de mettre ta tronche devant les gens. Tu te prends les critiques. Et le terme nomade digital et je gagne ma vie en ligne, tu vois, il est un peu pourri par beaucoup de gens. T'as le côté bobo hippie, sac à dos, nomade digital. En fait, ils sont surtout nomades plus que digital. Et puis après, t'as le côté nomade digital. Et j'ai rien contre Bali, j'adore Bali, tu vois, mais je suis à Bali, je suis à Canggu et du coup, je vis une vie de rêve, mais en fait, tu pourrais faire la même chose dans le sud de la France, tu vois, parce que Canggu, c'est pas Bali. Euh, c'est une partie de Bali, mais c'est pas Bali. Et en fait, tu vois, au bout d'un moment, je me retrouve un peu coincé entre ces deux trucs et je me dis, mais moi, c'est pas ça, tu vois, j'aime pas Canggu. Bah, j'aime bien Canggu, mais j'aime pas Kuta, par exemple. J'aime pas voyager en mode complètement bobo, tu vois, j'ai besoin de mon confort et puis de pouvoir taffer. Donc je me reconnais plus trop dans l'image qu'on essaye de me mettre dessus et que j'ai voulu peut-être essayer, tu vois, de m'attribuer pour dire tiens, je te montre comment gagner ta vie en ligne, etc., etc. Donc je m'en détache, c'est pour ça que j'ai fermé mon blog, fermé ma formation, fermé mes comptes réseaux sociaux à l'époque, parce que je pense que j'ai tenté un truc en croyant que j'allais kiffer. Et en fait, ça m'a pas du tout plu ça m'a pas du tout plu de m'attribuer une image et d'essayer de me créer une image de mec cool qui voyage et qui gagne sa vie en ligne, tu vois. C'est, voilà. Donc, je suis revenu à des basiques. C'est toujours dur parce que bah, Digital Nomad, moi je me souviens, c'était à l'époque, t'avais Peter Levels avec Nomad List qui était là. C'était un terme plus ou moins stylé à l'époque et c'est devenu vraiment mainstream aujourd'hui. Et c'est un peu comme formateur en ligne, tu vois, c'est la connotation qui est, voilà, on imagine un gars qui prend une photo sur sa planche de surf avec son ordi et puis c'est un digital nomade. Alors que non, c'est pas ça, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est des geeks dans un espace de coworking
un peu partout, tu vois, dans le monde. Mais c'est plus ça la vie, c'est tu bosses tous les jours et comme tout le monde le dit, quoi. J'ai jamais bossé d'une plage, j'ai jamais bossé d'un transat ou quoi que ce soit. Non, non, on est dans des espaces de coworking avec la clim et c'est ce qu'on fait, quoi. Mais c'est vrai que cette image du digital nomade, c'est vraiment détérioré. Et je pense aussi qu'il y a un peu euh, une image fausse qui a été partagée. Et toi, tu vas me dire ce que t'en penses, mais la vie digital nomade, c'est quand même pas le top sur le long terme. Moi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je bouge plus trop. Alors, je continue à partir en vacances, bien sûr, mais moi, je suis à Bali. J'ai une maison dans laquelle j'habite à l'année. Voilà, je suis sédentaire aujourd'hui. J'habite autre part, mais je suis sédentaire. Pourquoi? Parce que pour moi, une routine, c'est important. Tu vois, avoir un bureau, avoir des choses stables dans la vie, c'est important. Et j'ai l'impression que cette vie de digital nomade, à bouger tous les 2, 3 mois ou même moins, premièrement, c'est fatigant. Et deuxièmement, je pense pas que tu puisses le faire sur le long terme. Et tu vois, quand les gens partagent ça, tu vois, digital nomade, etc., c'est toujours excitant, mais je pense qu'il faut dire la vérité, c'est que sur le long terme, c'est pas vivable. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis d'accord et au final, là en fait le terme, c'était l'objet d'une conférence, je me rappelle que j'avais fait en 2017, ça s'appelait Nomad Day. C'était organisé par un gars qui s'appelle Adrien. Et le et à l'époque, j'avais trouvé ça assez génial parce qu'on était trois à parler de nomadisme digital, mais on avait trois lifestyles différents. Et dans le lot, il y avait un mec qui avait un super taf, ancien CFO de chez Buffer. Il y avait un photographe qui avait femme et enfant et qui voyageait à travers le monde en famille. Il y avait un gars qui était community manager et qui bossait tous les matins pour ses clients et tous les après-midi qui était détente. Et moi qui faisais un peu n'importe quoi, tu vois, qui bougeait d'endroit tous les mois, qui avait pas de routine, etc., etc. Tu vois. Donc c'était assez intéressant pour donner aux gens dans la salle un panel, tu vois, de ce que peut être le nomadisme digital. Et clairement, on avait tous un style de vie nomade différent. Mais je me rappelle qu'on avait eu cette discussion de dire que techniquement, le nomadisme digital, c'est la capacité à pouvoir travailler d'où tu veux. Si tu habites, comme je le fais aujourd'hui, dans une baraque au pied des Vosges, dans un village où il n'y a pas une seule personne qui doit comprendre quelle est mon activité, et que demain je décide d'aller passer 15 jours chez ma copine qui habite à Chambéry, eh ben c'est du nomadisme digital, tu vois, c'est la même chose. J'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, chose que moi aussi j'ai cru, tu vois, devoir être importante pour, si je veux, mon image de nomade digital, elle est quand même plus classe si je suis en vadrouille dans le Colorado avec ma Jeep et ma tente et mon laptop que si je suis à Chambéry posé dans un cowork ou dans son salon, tu vois. Mais en fait, c'est la même chose. Et il y a l'image que tu veux donner et ensuite la réalité qui est qu'en fait, on a une chance inouïe, c'est de bosser sur Internet et que par conséquent, on peut bosser de n'importe où, mais ce n'importe où, il n'a pas besoin d'être sur une plage. Il peut être chez tes parents, chez tes potes, chez ta meuf, euh, où tu veux, quand tu veux. Et c'est ça la beauté finalement du nomadisme digital. Ça n'a pas besoin d'être clinquant, ça a juste besoin d'être efficace. Et c'est pour ça qu'on a signé. Ah, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un peu un mix entre liberté physique et financière, dans le sens où, voilà, tu peux bouger où tu veux. Ça va pas impacter ta vie professionnelle et t'es libre. Et tu me diras si tu me rejoins là-dessus, mais je trouve qu'avoir accès à cette liberté, tu peux vite te perdre. Tu vois, Ouais, tu peux vraiment vivre où tu veux, faire ce que tu veux. Vraiment, tu regardes le globe comme dans la pub, tu sais, du loto à l'époque, tu le tournes, tu peux aller où tu veux. Ça peut paraître bête de te dire ça, mais je trouve que tu te perds rapidement. mm. Qu'est-ce que tu en penses? Liberté, je pense que ça dépend des profils. Tu vois, à mon avis, il y a des gens qui ont une capacité à rester ancrés. Moi, ça m'a totalement désancré le fait d'être nomade digital. Tu te sens un peu, tu as tous les pouvoirs, tu peux tout faire, tu es le roi du monde, tu vas où tu veux, quand tu veux, t'as jamais besoin de te poser la question de savoir si c'est le bon moment, si tu as l'argent, si tu as ci, si tu as ça. Et c'est vrai que je sais moi qu'au bout de quelques années, ça m'a complètement désancré et je savais plus trop.
qui j'étais, où étaient mes potes, qui étaient mes potes, comment allait ma famille, est-ce que j'avais envie d'être posé avec une meuf, est-ce que j'avais envie de pas en avoir. Ça te pose plein de questions et à partir du moment où je suis venu me poser en Alsace, qui est ma région natale, et trouver une maison dans la nature, qui est finalement le cadre que ce que j'ai au quotidien, c'est ce que j'allais chercher à l'autre bout du monde, tu vois. Finalement, tu vois, je l'ai au quotidien et ça m'empêche pas d'aller de temps en temps chercher d'autres choses, hein. Mais le fait d'avoir ce lieu-là, ça m'a permis de me réancrer et de me rappeler que finalement, bah, tu vois, mes potes, ma famille, elles sont ici. Euh, elles ont besoin de moi et moi, j'ai besoin aussi de ces personnes-là. Et le nomadisme digital m'avait donné la sensation d'être tellement libre et indépendant que j'avais besoin de personne. Jusqu'au jour où il y a un événement qui te rappelle que tu as besoin de tes potes et de ta famille. Et là, ça peut être un petit peu rude, le retour sur Terre. Et pour moi, il a été un peu violent. Euh, mais aujourd'hui, ouais, c'est sûr, tu vois, je repartirai pas en mode 100% nomade digital. Soit je le ferai avec ma petite amie, euh, et du coup dans un cadre, tu vois, avec un projet, etc. Soit je le ferai de manière beaucoup plus courte, aller passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, une fois de temps en temps dans un autre pays. Mais j'ai besoin de ce cadre et de cet ancrage que m'offrent mes proches et ma maison à la campagne. Bah, je te rejoins vraiment, c'est que tu vois, moi j'ai pas commencé aussitôt que toi. Il me semble que j'ai commencé en 2017 à bouger. Ensuite, en 2018, c'est quand je suis vraiment venu. J'avais fait un mois en Thaïlande et après j'étais venu à Bali pendant 4-5 mois. Et là, j'ai rencontré un groupe de personnes. Et tu vois, c'était que des Australiens, des Anglais. Ils travaillaient tous sur Internet. C'était l'époque du dropshipping, etc. Et en fait, c'est marrant de voir l'évolution parce que tu vois, aujourd'hui, on a tous 30 ans. Et tu vois en fait l'évolution de ces personnes-là, c'était voyager de partout, aller à droite à gauche, profiter un maximum. Et aujourd'hui en fait, la plupart sont retournés, tu vois, à Sydney ou à Melbourne, autour de leur famille, autour de leurs potes. Moi, je suis encore à Bali. Et en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on s'est tous rendu compte que tu as besoin d'un cercle. C'est le plus important dans la vie, c'est d'avoir un cercle d'amis, de personnes, de famille que tu vois, continuellement. Et c'est un peu ce qui fait que tu te sens bah, chez toi, que tu te sens normal. Et c'est pour ça que, comme je te disais, tu te perds rapidement. C'est que quand tu voyages partout, tu peux vite te dire est-ce que je suis normal? Parce que bah, je bouge de partout, j'ai pas vraiment de potes fixes. Je fais des choses que personne font. Ma famille comprend pas, mes potes d'enfance comprennent pas. Et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, bah, on est tous un peu posés à un endroit avec notre cercle et on part en vacances. Et au final, Mm. c'est marrant, c'est que tu commences avec l'idée d'être nomade digital et tu finis par travailler du lundi au vendredi à des horaires normales, à un seul endroit et à profiter du week-end ou à prendre des vacances. Sauf que, bah, bien Ouais. sûr, tu choisis l'endroit où tu vis, mais je trouve que ce process est plutôt marrant, c'est que tu pars de cette idée, en fait, tu arrives à bah, ce que font les gens qui bossent dans un travail normal, quoi. Ouais, avec tous les avantages que ça offre, évidemment, d'être indépendant financièrement et de pouvoir changer d'endroit quand tu veux. Mais c'est effectivement ça. Et à l'époque, j'avais souvent cette discussion sur la notion d'argent. Tu as déjà dû te faire la question, tu as déjà dû te poser la question ou avoir affaire à des clients à toi, tu vois, qui te disent pourquoi tu fais la formation? Parce que je veux gagner 10 000 € par mois, tu sais, ce fameux palier des 10 000 € par mois que les formateurs en ligne ont bien ancré comme le début de la réussite. Si t'as pas 10 000 € par mois, t'es qui, tu vois? Euh, J'espère que ça a évolué. Je sais pas trop si ça a évolué parce que je suis plus trop dans cet univers, mais à l'époque où je faisais de la formation en ligne, c'est vrai que c'était souvent une question, tu vois. Et moi, qui avais commencé à réaliser que ça faisait pas tout, j'essayais de dire à mes clients, mais tu sais, en fait, le lifestyle nomade digital, à bouger partout tout le temps, à pas avoir d'attache, à devoir même te créer des barrières parce qu'il faut pas t'attacher, tu vois. Tu rencontres quelqu'un quand tu es 1 mois en voyage, faut pas trop t'attacher, quoi, parce que il y a il y a une date de péremption, tu vois, que ce soit une relation amoureuse, amicale, quoi que ce soit, il y a une date de péremption. Un lieu qui te plaît, il y a une date de péremption. Tu peux y revenir, mais en attendant, tu pars, tu vois. Et j'essayais de leur expliquer.
que finalement, c'était pas gagner 10 000 balles par mois qui allait les rendre plus heureux, c'était pas voyager à travers le monde qui allait les rendre plus heureux, c'était d'essayer de trouver ce qu'ils voulaient, etc. Et à chaque fois, on me répondait, écoute, laisse-moi d'abord le faire et après on verra. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que il y a beaucoup de choses, si tu n'y es pas passé, tu le réalises pas. Et moi, si on m'avait dit, mec, ça sert à rien d'aller chercher le bonheur à travers le monde et d'essayer d'être riche pour être heureux, j'aurais probablement dit, mais tu sais quoi, laisse-moi le faire d'abord, laisse-moi gagner bien ma vie et laisse-moi voyager à travers le monde, et après je te dirai ce que j'en pense. Bon bah ok, maintenant que je l'ai fait, je peux te dire qu'effectivement on est bien chez soi à la campagne et c'est cool d'avoir un ancrage et en fait la famille ça vaut tout l'or du monde et les potes ça vaut tout l'or du monde. Mais il y a 5 ans ou 10 ans, j'aurais dit, bah non, fuck it, tu vois, ma famille, ça va, j'ai grandi avec, j'ai pas besoin de les voir tous les jours, mes potes, ils seront toujours là dans 5 ans. Et en fait, c'est pas vrai tout ça. Tu vois, il y a les choses bougent, mais tu le réalises que quand tu l'as vécu. Je suis assez d'accord. Tu sais, c'est comme quand t'écoutes ces acteurs. Par exemple, c'est qui? C'est Jim Carrey, je crois. Je sais pas, c'était une reel sur Instagram ou un truc comme ça où il disait, voilà, j'ai tout l'argent du monde, etc. Mais ça me rend pas heureux. En gros, c'est pas l'argent qui te rend heureux. Et ces phrases-là, tu sais, c'est un peu comme les phrases de tes parents quand t'es gamin. Ils t'expliquent des choses et tu dis ouais, c'est mes parents, ils comprennent rien à la vie. Plus tu grandis, plus en fait tu te rends compte que tout ce que t'ont dit tes parents, c'est vrai. Mais ça paraît tellement simple et tellement bête que tu l'écoutes pas. Et quand Ouais, t'écoutes des gars comme ça qui sont multimilliardaires, qui sont sur des yachts, ouais, ça fait pas le bonheur. T'y crois pas. Et je dis pas que je suis multimilliardaire, toi non plus, pas encore, mais juste passer ce palier des 10 000, c'est sûr que ça change pas grand-chose. Et en général, quand tu atteins les 10 000, c'est pas un palier assez cool parce que il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec ça. Dans le sens où, tu vois, tu dois grossir en termes d'entreprise, que tu dois recruter des personnes et tu as des problèmes qui viennent avec l'argent. Alors bien sûr, ça résout beaucoup de problèmes, mais tu as pas mal de prises de tête qui arrivent aussi. Mais, euh, mais je suis assez d'accord dans le sens où, ouais, ça résout pas tout, mais c'est quand même cool d'avoir cette liberté et surtout cette tranquillité dans ta conscience en fait de dire que si demain quelque chose de grave arrive, euh, je peux subvenir à mes besoins. Tu vois, je peux prendre un billet d'avion demain parce que j'ai l'argent. Voilà, il y a un truc qui s'effondre dans ma maison, je peux aller dans un hôtel parce que voilà, j'ai l'argent derrière. Et ça, je pense que c'est pour moi euh, l'une des meilleures choses par rapport à ça, de passer les 10 000, etc. De te dire que voilà, t'es tranquille là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un cercle, ça reste la base. c'est une sécurité mentale, évidemment, d'avoir l'étude, hein, faut pas cracher dessus. Euh, mais je pense que moi, ce que ça m'a apporté le plus, au-delà de les avoir, parce que finalement, je les ai toutes réinvesties, tu vois, toutes mes premières années d'édition de site, elles sont parties dans des réinvestissements plus ou moins réussis ou plus ou moins pas encore réussis. Euh, je pense que la chose la plus importante que ça m'a apporté, c'est la confiance absolue sur ma capacité à le refaire si j'ai besoin de le refaire ou si un de mes projets se casse la figure. Euh, Au-delà de l'argent qui va, qui vient, la capacité absolue à le refaire quoi qu'il arrive. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur des différents sites, des différents business. En fait, ça devient ancré en toi que les 10 000, on s'en fout. Mais par contre, la capacité à créer un revenu minimum pour t'en sortir, quelle que soit la situation, ça c'est validé, c'est acquis et personne ne pourra te l'enlever parce que c'est devenu une compétence clé chez toi, quoi. Et est-ce que cette compétence, tu serais capable de l'expliquer à quelqu'un? Euh, Ouais, tu peux toujours expliquer le pourquoi du comment, tu vois, tu le fais dans les formations, tu peux expliquer à quelqu'un comment monter un site, comment choisir tes mots-clés, comment créer du contenu, etc., etc. Et je sais que dans ta formation, tu as une partie mindset que j'avais bien aimé justement quand j'ai suivi ta formation. Euh, j'ai- j'ai- c'est plus la partie mindset en fait qui pour moi est critique parce que apprendre à, il y a beaucoup de gens qui sont capables d'apprendre à, mais il y a très peu de gens qui vont l'appliquer, qui vont avoir la patience, qui vont accepter de se prendre des échecs. Euh, et par contre, quand tu l'as fait plusieurs fois, tu as surtout acquis cette capacité à savoir que ton site, il peut prendre 12 mois, 18 mois, 24 mois.
mais si tu as fait le bon taf, tu vas pouvoir en vivre, par exemple, tu vois. Moi, j'ai cette confiance absolue dans le fait que si je remonte un site, je vais pouvoir en vivre à un moment donné. Mais je peux pas dire exactement quand. Je te pose la question parce que c'est vrai qu'on a eu la conversation avec un pote il y a pas longtemps, dans le sens où j'ai l'impression que tu débloques quelque chose mentalement à partir d'un moment, mais c'est très compliqué de l'expliquer. Et je pense que bah, c'est l'expérience tout simplement, l'expérience plus que la technique et le mindset, comme tu dis. Il y a un moment, où il y a des blocages mentaux qui pètent aussi, où tu vois, dès que tu atteins des paliers, dès que bah, le premier blocage mental, je pense qu'on a eu tous les deux, c'est quand tu commences à pouvoir voyager et travailler, que tu as ton propre business en ligne et que tu commences à voyager. Alors que moi, personnellement, tu vois, il y a des personnes dans ma famille qui me disaient que c'était impossible. C'est impossible, tu peux pas travailler et voyager en même temps. Bah, déjà, dès que ça t'arrive, il y a un blocage mental qui pète, tu passes à une autre étape. Et j'ai l'impression que tu as des étapes à passer comme ça et que tu peux pas tricher. Alors bien sûr, il y a toujours ces overnight success, des gars qui te parlent, voilà, qu'ils ont fait 1 million en 3 mois, etc. Mais je pense que une personne normale va passer toutes ces étapes et ça prend en général 5 ans, je sais pas, 5, 4, 7 ans, mais c'est des étapes que tu dois passer pour comprendre ces choses-là. Et il n'y a pas vraiment de raccourci parce que tu dois te casser la gueule, tu dois apprendre, tu dois créer, perdre des choses, tu vois, que ce soit ton site par exemple, quand tu l'as perdu dans la Medic Update, bah voilà, ça t'a permis de reprendre les bases et de repartir à zéro et de refaire quelque chose. Donc ouais, non, je pense que c'est des étapes que tu peux pas griller et il faut juste être patient. Donc quand tu dis que oui, quand tu essayes d'expliquer à une personne que cet argent-là ne va pas changer ta vie fondamentalement, c'est compliqué à comprendre, mais en fait, il faut attendre que cette personne arrive à ce point-là, quoi. Ouais, et peut-être pour conclure sur ce sujet, moi, tu vois, finalement, ça fait depuis 2014 que je gagne ma vie en ligne, que j'ai jamais eu à retravailler pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Pourtant, tu vois, je connais des gens qui bossent en ligne depuis 2014, qui sont multimillionnaires parce qu'ils ont réussi à développer des business de ouf. Moi, j'ai jamais réussi à développer des business de ouf, mais j'ai toujours réussi à gagner ma vie en ligne. Certaines années très bien, certaines années ric-rac, mais peu importe, tu vois. Et la deuxième chose, c'est que en fait, ça dure toujours, tu vois. Ça, c'est une chose importante. Et j'ai jamais eu d'overnight success non plus, tu vois, depuis que j'ai lancé mes activités en ligne. Mais il y a un autre truc que j'ai appris, c'est que toute cette confiance que tu peux choper dans ton professionnel, elle se rebascule pas forcément sur ta vie perso. Euh, et moi, par exemple, tu vois, j'ai découvert bah, assez récemment avec ma petite amie que, tu vois, je pouvais avoir des travers et des problématiques de confiance, de projection, des choses comme ça, tu vois, que j'ai pas du tout d'un point de vue pro, où j'ai aucun problème, tu vois, imaginer redémarrer de zéro, tu me dis mon business se casse la gueule, je me dis pas grave, tu vois, c'est pas, je relance un demain, etc. Mais cette confiance acquise au fil des années d'un point de vue pro ne se reflète pas forcément sur la confiance que je peux avoir en moi d'un point de vue perso en tant que personne, tu vois. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas moi anticipé, tu vois, dans le nomadisme digital ou quoi que ce soit, tu vois, je me suis toujours dit, bah, en fait, si t'es un businessman successful, en fait, tu vois, tu seras méga confident, tu pourras aller faire des conférences, tu vas attirer les gens, ça va bien se passer avec tout le monde, etc. C'est pas forcément le cas, quoi, tu vois, le pro et le perso, c'est deux choses complètement différentes. Et tu peux être au top niveau pro et être down niveau perso, où tu peux être une personne géniale niveau perso et complètement à la ramasse niveau pro. Et malheureusement, il n'y a pas une corrélation très établie, quoi. Ouais, après, je pense que pour moi, ce côté-là, c'est le travail en tout cas, l'effort que tu y mets, dans le sens où moi, personnellement, tous mes efforts, c'est dans le pro. Pas tous mes efforts, mais une bonne partie de mes journées, toutes les connaissances que j'apprends, les documentaires que je vais regarder, les livres que je vais lire, c'est du pro. Et je suis toujours attiré par le perso parce que je suis, voilà, tout ce qui est cerveau, etc. Je trouve ça quand même vraiment cool. Est-ce que toi, tu bosses sur ton perso? Ben, j'ai réalisé que j'avais besoin de le faire.
parce que j'avais atteint un niveau pro de confiance en moi et de certitude de savoir faire des choses. Alors, attention, hein, je sais pas tout faire et j'apprends tous les jours et c'est pour ça que j'ai une super équipe sur Market qui, tu vois, qui fait des trucs que moi je comprends pas forcément des fois, hein. Mais en pro, tu vois, je sais que je peux apprendre, mais j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus à apprendre aujourd'hui d'un point de vue perso que d'un point de vue pro, à proprement parler, tu vois, parce que on en a parlé. Si demain tous mes business se cassent la gueule, je sais comment en relancer un qui me permette de vivre. Euh, donc ça, c'est acquis. Par contre, prendre soin de moi au quotidien, me créer une routine, bien dormir, avoir confiance en moi, parler en public, être bien dans mes relations amoureuses. Ça, c'est des trucs, tu vois, sur lesquels j'ai pas trop bossé ces dernières années et où je réalise à 30 balais passés que finalement, ça vaut peut-être le coup, tu vois, de te pencher dessus et de réfléchir à comment t'améliorer sur ces parties-là, quoi. Ouais, je suis bien d'accord et je pense que bah toujours pareil dans ce profil digital nomade, entrepreneur, etc. J'ai vraiment l'impression que ces étapes elles se suivent et à partir d'un moment tu penses au perso. Et comme tu dis par exemple le sommeil, c'est une chose que beaucoup de personnes à la fin de ce cycle, en tout cas du cycle que je connais, après avoir fait de l'argent, être tranquille financièrement, c'est souvent ok. Maintenant, comment je dors mieux, comment avoir plus confiance en moi, tu vois, comment améliorer ma relation avec ma copine, parce que ça c'est pareil, c'est des trucs, c'est des sujets hyper intéressants, mais il y a combien de personnes bossent vraiment sur leur relation, tu vois, qui vont vraiment travailler la relation. Je pense qu'il n'y en a pas énormément, et c'est des sujets qui sont super super intéressants. Et comment t'apprends du coup ces choses-là perso? Comment tu comptes t'améliorer ou comment tu le fais? Moi, j'aime bien lire, donc la lecture, mais voir aussi des gens spécialisés. On communique beaucoup, par exemple, avec ma copine, tu vois, sur la communication, en fait. Ça permet déjà de progresser. L'expérimentation de pratiques, la méditation, le yoga, mieux manger. Enfin, tu vois, il y a des bouquins, il y a des vidéos, il y a des trucs. Moi, je vois une psy depuis 3 ans aussi, qui m'aide de ouf à poser mes idées, à poser mes doutes, à comprendre certains mécanismes. Euh, j'ai jamais eu peur d'expérimenter des choses, que ça soit d'un point de vue perso ou d'un point de vue pro. C'est juste que je l'ai plus fait d'un point de vue pro parce que au premier abord, je me disais si je deviens un meilleur professionnel, ma vie sera plus belle. Aujourd'hui, je réalise qu'en fait, j'ai bien expérimenté d'un point de vue pro, mais finalement pas tant que ça d'un point de vue perso. Donc, j'ai aucun problème à aller expérimenter d'un point de vue perso, tu vois. Voir un psy, ça me dérange pas du tout, tu vois. J'ai pas honte de le dire, je vais pas me cacher. Au contraire, je vais te dire, mec, tu devrais peut-être y aller aussi parce que crois-moi, ça aide. Voir quelqu'un qui va te faire du conseil de couple, pas de problème. C'est ce que si ça m'aide à être meilleur dans mon couple, j'y vais. Hein, et puis après, on analyse et on voit si ça fonctionne ou pas. Aller faire des bains glacés, ok, si tu veux, si tu penses que ça peut m'aider à être mieux dans mon corps, il n'y a pas de problème, j'y vais. La méditation, ok. Donc en fait, j'ai aucun problème à tout tester à partir du moment où ça peut m'aider à être une meilleure personne. Et après, je fais le tri. Si je sens que ça m'apporte quelque chose, je le garde. Si je sens que ça m'apporte rien, que c'est pas fait pour moi, bah, je passe à la prochaine expérimentation. Mais il faut oser. Il faut oser. Après, pareil, moi j'ai un attrait énorme pour ça. En plus, je suis au bon endroit. Tu vois, à Bali, il y a des, des expériences à faire de tous les côtés là-dessus. Mais c'est vrai que, surtout en France, je pense qu'on a du mal à parler du fait, tu vois, d'aller voir un psychanalyste, un psy, une personne pour t'aider. C'est souvent mal vu. Et je trouve ça vraiment dommage en fait, parce que moi personnellement, ouais, je suis allé voir un psychanalyste aussi et même plusieurs fois parce que je trouve ça cool et je trouve ça même intéressant en fait. Cette personne, elle t'étudie, elle va te dire des choses dont tu t'es jamais rendu compte et ça va t'aider énormément dans ta vie, tu vois. Et c'est pas forcément, t'as pas besoin de te sentir mal dans ta vie pour aller voir une personne comme ça. C'est aussi cool pour faire un bilan et que ce soit un bilan mental ou même physique, tu vois, avec les différents massages que tu puisses faire ou la méditation ou le yoga. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant. Tu sais, les gens vont se former auprès de gens ils ont vu 2 vidéos YouTube d'un mec qui leur a dit je vais t'apprendre à gagner 10 000 balles par mois. Ils vont claquer 2 000 balles pour acheter sa formation. Sur quelle base? Hein.
sur ah, le mec il a l'air calé, il va m'apprendre à gagner de l'argent. Bah en fait, si tu fais ça, t'es 100% capable d'aller payer 50 balles un mec ou une nana qui a fait 10 ans d'études pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et qui est capable de t'expliquer pourquoi tu réagis de telle manière à telle sollicitation externe, pourquoi tu es sensible au bruit, pourquoi tu dors mal, pourquoi tu es stressé, etc. Et sauf que les gens associent ça à de la folie ou quoi que ce soit, mais c'est exactement la même chose. Si tu payes des formateurs en ligne pour t'apprendre à gagner des thunes, tu devrais encore plus payer des gens qui vont t'apprendre comment toi, en tant que personne, tu réagis pour t'aider à mieux réagir au quotidien. Et ça rejoint quand même pas mal aussi le côté professionnel, dans le sens où, tu vois, ce qu'on disait, c'est un peu des montages blocaux, blocages mentaux qui font que tu n'accèdes pas aussi à ces résultats financiers, ces résultats professionnels. Bien sûr, il y a énormément de taf derrière, mais ça reste quand même assez mental. Et si des personnes, tu vois, peuvent t'aider à passer ces caps-là, à te comprendre un peu, à te comprendre toi-même, et je pense que c'est une bonne chose, quoi. Et comme tu dis, c'est un investissement dans soi-même. Tu vois, que ce soit nutrition, que ce soit aller voir un professionnel, psychanalyste, que ce soit, je sais pas, faire du sport, toutes ces choses-là, quoi. Mais ça a un impact aussi sur ton, euh, sur ton côté professionnel. Il faut juste l'humilité de reconnaître que tu as probablement besoin d'être accompagné. Et ben, si tu as besoin d'être accompagné pour mieux manger, tu le fais, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin d'un coach sportif pour aller à la salle, en général, tu le fais, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin d'être coaché pour être un meilleur professionnel, pareil, tu le fais, il n'y a pas de problème. Bah, moi, j'ai considéré à un moment de ma vie que j'avais besoin, tu vois, d'une personne qui était capable de mieux comprendre mon cerveau pour m'aider à mieux comprendre certaines de mes réactions, certaines de mes craintes, certains de mes doutes. Et aujourd'hui, et fut un temps, c'était sur des sujets très complexes, tu vois, vis-à-vis de problématiques concrètes qui m'étaient arrivées. Et aujourd'hui, bah, tu vois, des fois, c'est juste une séance où je dépose, tu vois, les questions existentielles de mon cerveau à une personne qui, juste en 1 heure, va me donner des réponses que j'aurais pu trouver sur Wikipédia, mais je me serais peut-être dit, putain, c'est Wikipédia ou c'est peut-être le blog, putain, c'est peut-être le blog d'un éditeur de site. On va le prendre au sérieux. C'est le Mais blog là, de Kevin Jourdan. là, c'est ma psy qui répond à ma question. Et bah, hop, c'est bon, j'accepte ça, je prends l'info et je suis capable d'aller travailler sur les problématiques évoquées. Mais il faut l'humilité de reconnaître que tu connais pas tout et qu'il y a des sujets qui méritent d'aller voir des professionnels. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et toujours partir avec l'idée que tu connais rien à ces choses-là pour pouvoir, bah, tu vois, prendre toutes les informations de ces personnes-là et ne jamais essayer de, tu vois ce que je veux dire. Si tu apprends quelque chose, toujours partir avec l'idée que t'es débutant et que tu connais rien, que ce soit professionnel ou même dans ces milieux-là. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose à faire aussi. Et on parle bah, d'aller voir des personnes, méditation, etc. pour le mental. Euh, T'étais aux Philippines, t'étais tout seul quand t'es allé aux Philippines la première fois. Je suis parti avec ma copine, j'étais en stage. Donc j'étais pas tout seul, j'ai eu la chance de démarrer l'expatriation en n'étant pas tout seul. Et ensuite, j'étais dans une boîte géniale avec des gens trop cool qui sont restés des super potes au fil des années. Euh, Mon nomadisme a été majoritairement seul. Et donc j'ai dû apprendre à voyager seul, à aller parler aux gens qui n'étaient pas du tout mon fort, voilà. Mais j'ai eu la chance de démarrer en étant bien encadré. Et t'en penses quoi de ça, de partir seul ou même tu vois avec ta copine, peu importe, mais d'être dans un nouveau milieu, de pas connaître les personnes ne connaissent pas ton passé, tu vois, ils rencontrent la personne que t'es actuellement. Qu'est-ce que tu penses de ça et pour toi, quelle a été la grosse différence entre le Kevin avant et après? Déjà, je pense que partir seul est mieux que partir avec ta copine, euh, parce que tu fais pas les mêmes rencontres, ou partir avec ton copain si t'es une femme, hein. Euh, Tu fais pas les mêmes rencontres, t'as pas la même ouverture et t'as pas la même obligation d'être ouvert aux gens quand t'as ton petit cocon propre autour de toi. Et mais voilà, après c'est pas une généralité, hein, c'est ma perception. Je me suis senti beaucoup plus cocooné en voyageant en couple à mes débuts que à partir du moment où j'ai dû voyager seul, où j'ai réalisé que en fait j'étais pas forcément capable, tu vois, d'aller à la rencontre des gens.
de me faire des activités tout seul, etc. Donc ça, il a fallu que je l'apprenne. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre l'ancien Kevin et le nouveau? Juste apprendre à me débrouiller tout seul. Tu vois, à pas compter sur la personne avec qui je pouvais être pour trouver des idées de sortie, aller parler aux gens ou des choses comme ça, quoi. Ça t'oblige à le faire. Mais bizarrement, quand t'es tout seul, de toute façon, ça se fait plus naturellement. Parce que le besoin est là et tu attires les gens aussi. Si t'es dans la bonne énergie, les gens vont venir naturellement plus te parler quand t'es tout seul que quand t'es en couple avec un groupe de potes. Parce qu'il y a ce côté un peu barrière, tu vois. T'es dans un bar avec ta copine, que ça soit un mec ou une nana en face, ils vont pas trop venir couper la conversation, tu vois, ou essayer de te parler, quoi. Par contre, tu es tout seul dans un bar, bah finalement, il y a des gens qui peuvent venir te parler, savoir qui t'es, qu'est-ce que tu fous là, si tu veux aller boire un verre avec eux, ça se fait plus naturellement. Ouais, surtout dans les pays, alors tout dépend dans quel pays, mais c'est vrai que tu vois, en Asie du Sud, par exemple, ça c'est quelque chose qui t'arrive, tu vas juste dans un bar ou même un café où tu vas manger le midi quelque part tout seul, il y a de grandes chances que quelqu'un te parle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation aussi. Et tu vois, ça aussi, je trouve que, tu vois, comme tu disais, apprendre à faire les choses seul, mais c'est un peu les premières fois où tu vois, tu vas manger tout seul dans un resto, même le soir, tu vas peut-être aller dans un bar et boire ta bière tout seul, tu vois, sans but. Et je trouve ça cool. C'est un peu, c'est pas mal mentalement de faire ces premiers pas un peu dans ta vie, des choses seules. Ça t'apprend, pareil, ça t'apprend l'humilité, hein, ça t'apprend que réellement, tu peux passer une soirée avec personne qui en a rien à foutre de toi. C'est vrai, Et ça calme quand tu te c'est vrai. dis, attends, Et je suis digital, je gagne ma vie en ligne, les gens devraient venir me parler. Hein. En fait, ils savent pas qui t'es. Ça se voit pas sur ta gueule que t'es nomade digital et que tu gagnes 10 000 balles en ligne, tu vois. C'est plutôt qu'est-ce que tu dégages en termes d'énergie. Est-ce que t'as l'air sympa? Est-ce que t'as l'air cool? Est-ce que t'as l'air souriant? Et ouais, ça met une claque les premières fois où tu te dis, putain, ça fait 30 minutes que j'ai ma bière. En fait, il y a que des gens qui parlent autour d'eux et il y a personne qui me parle. Vas-y, je me casse, j'ai honte. Et puis, en fait, tu réalises que la fois d'après, si tu viens avec un peu plus le sourire, voilà, bah, tu vas attirer des gens qui vont venir trinquer avec toi, te demander pourquoi tu es tout seul. Ouais, donc c'est une belle leçon. T'apprends bien. ouais, non, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que je pousserais pas mal tout le monde à le faire en fait. Que ce soit, même si t'as pas vraiment envie, je trouve que ça changerait pas mal les mentalités de beaucoup de personnes. D'être un étranger à l'étranger aussi. Tu vois, d'être une personne qui n'est pas, voilà, qui habite pas dans le pays, t'arrives et je pense que ça change pas mal les mentalités. Donc, partez, partez. Et du coup, j'avais une question. Parce que voilà, on a commencé avec l'édition de site il y a très longtemps. Aujourd'hui, tu as Dotmarket qui est une super plateforme pour vendre et acheter des sites que j'ai utilisé très récemment et le service est assez dingue. Je- J'avais l'habitude de le faire avant un peu tout seul et je trouve qu'avoir une personne qui t'accompagne comme ça de A à Z, qui s'occupe du contrat, etc., c'est top. Mais voilà, tu avais l'édition de site, tu as eu ton époque, le nomade digital, aujourd'hui c'est Dotmarket, et tu seras où dans 5 ans? Si tout va bien, j'aurai peut-être encore quelques sites histoire de répondre à mes besoins de geeker ici et là, mais plus derrière un ordinateur. J'ai pas cette vision de passer les 10 prochaines années de ma vie à faire de l'entrepreneuriat et être derrière un ordi. Je pense que c'est un truc de ouf et une chance absolue que j'ai eue de découvrir la capacité à gagner ma vie en ligne. Mais ça fait 2 ans, tu vois. Quand j'ai lancé Dot Market, je me suis dit que c'était probablement ma dernière grosse aventure digitale, en fait. Et c'est pour ça que je suis ravi de bosser sur cette boîte parce que j'ai l'impression, tu vois, que c'est un peu mon projet, le projet pour lequel j'ai bossé toutes ces dernières années qui m'amène à développer un projet comme ça. Mais après ça, j'ai pas aujourd'hui la sensation d'avoir envie de continuer à me lever tous les matins, allumer mon ordi. Tu vois, j'aimerais bien repartir voyager, mais sans mon ordi. J'aimerais bien être plus au contact des gens physiquement et moins derrière un ordi. Donc, je sais pas où je serai dans 5 ans, mais probablement pas derrière mon ordi.
C'est une très bonne réponse parce que c'est vrai que alors je vais te poser une autre question directement avant de dire quoi que ce soit, mais c'est quoi ton but avec tout ça? C'est quoi ton but depuis le début et c'est quoi le boss final de Kevin Jourdan en termes professionnels? Tu vois, c'est quel a été ton but? Pourquoi bosser en ligne, faire cet argent et pourquoi Dot Market? Ouais. Pourquoi bosser en ligne? C'était pour la liberté, pouvoir me prouver que j'étais capable de. Et en fait, le fil rouge, je pense, de ma carrière professionnelle jusqu'à Dot Market, c'est me prouver que je suis capable de. Et, et ça, c'est la partie moins cool à admettre, prouver aux gens que je suis capable de. Et Dot Market, c'est un peu le boss final dans le sens où j'ai la sensation, tu vois, d'arriver enfin à trouver cet équilibre de reconnaissance de moi-même, d'acceptation que j'ai fait un projet, je fais un projet qui est cool, euh, qu'il est reconnu comme cool par les gens, et ça a rempli mon ego. Voilà. Mon ego d'enfant blessé, tu vois, qui veut de la reconnaissance, il est bien rempli par les mots gentils dont les tiens sur Dot Market. Mais le fait d'avoir une équipe autour de moi qui est meilleure que moi sur plein d'aspects et qui permet à Dot Market d'être une entité qui ne serait pas Dot Market si c'était que moi, et ben ça me permet aussi, tu vois, de prendre du recul et de réaliser que peut-être pour la première fois de toute ma carrière sur Internet, je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi et qui n'a pas besoin d'être ramené à ma personne tous les jours. Tu vois. Et ça m'apprend l'humilité, ça m'apaise parce que je réalise que ça fait des années, tu vois, que en gros tout ce que je veux, c'est que les gens se disent putain Kevin, il est bon sur Internet, Kevin, il a des super sites, Kevin, il a des super idées. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie que les gens se disent putain Dot Market, c'est génial, Mayan, elle est géniale, Antonin, Gilles, Thibaut, Soukaina, Aurélie, euh, ils sont tous géniaux. Joachim, il est génial quand il me parle. J'ai envie que les gens se disent l'équipe Dot Market est géniale et moi ça me suffit, tu vois, d'être en retrait, hop, et de regarder Dot Market grossir et de me dire putain, c'est cool ça. Ah ouais, ça fait plaisir, tu vois. Et ça, je pense que c'est mon boss final, tu vois, c'est d'arriver au moment où vraiment je me détache du succès de Dot Market et je peux me l'approprier, évidemment, puisque je suis le cofondateur, donc évidemment, ça repose beaucoup sur mes épaules. Mais moins ça reposera sur mes épaules, et plus ce sera un succès, je pense, parce que ça voudra dire que j'aurai enfin réussi à me détacher de mon besoin d'être au centre, en fait, de mon succès. Très très intéressant, très intéressant. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce monde-là à devoir prouver quelque chose. Alors, je te demanderai pas à qui tu dois prouver ça. Moi, personnellement, je sais. Et j'ai l'impression que, alors des fois, c'est à toi-même, mais aussi à des personnes. Mais c'est vrai que ce truc de devoir prouver à quelqu'un ou prouver à toi-même, peu importe, c'est une énorme motivation pour beaucoup de personnes. Et sans ça, je pense peut-être que tu serais pas là. À un moment, tu serais dit 10 000 balles, ça me suffit. Je vais rester là-dessus. Mais je trouve que c'est une énorme motivation. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des choses négatives dans ta vie, tu vois, comme l'ego dont tu parles, qui sont vachement positifs là-dessus. Où bah, ça te pousse tous les jours à continuer à aller plus loin et aller travailler toutes ces heures sur ton ordi alors que tu pourrais prendre une semaine de vacances sans te prendre la tête. Mais voilà, je trouve ça cool. Donc très beau boss final du coup. C'est mettre ton équipe en avant, mettre ce gros projet et dire au revoir à ton ego. Sacrée mission. Sacrée mission, ouais, mais c'est des beaux projets. Ouais. Écoute, je vais te poser une dernière question, Moi aussi, Kevin, j'aurais une dernière question pour toi. pour bah, aider. Tu as une question pour moi? J'aurais une dernière question pour toi après, pour finir, si tu veux. Et tu la garderas ou tu la couperas, tu verras. Ok, pas de souci. Alors, ma question, c'est bah, pour aider les personnes qui se lancent aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais si tu devais repartir à zéro aujourd'hui? Ça n'a pas besoin d'avoir une réponse de 10 heures, mais simplement, voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Je pense que je ferais ce que tous les gens avec qui j'ai bossé
ont fait avec moi et sont partis faire ensuite, j'irai bosser avec quelqu'un qui est passionné par son taf pour apprendre. J'ai eu la chance, tu vois, au fil de ces dernières années, d'embaucher des gens, d'avoir des stagiaires, des collaborateurs, des collaboratrices qui sont venus vers moi en me demandant de les aider à bosser, de leur filer du taf, etc., etc., et qui au bout d'un moment sont partis monter leur propre affaire. Et j'ai toujours trouvé ça génial en fait que ces personnes-là, tu vois, me sollicitent pour apprendre et partent. Et en fait, moi, je ferais pareil parce que c'est aussi comme ça que j'ai appris. Et c'est pour ça que j'ai toujours été ravi que des gens viennent apprendre chez moi. Et encore une fois, ça flatte mon ego, hein, que les gens viennent apprendre chez moi. Et ça me flatte mon ego si derrière ils développent un business qui cartonne. Mais c'est comme ça que j'ai appris sur Internet. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui me disaient, bah vas-y, viens, observe, apprends, machin. Et puis quand tu seras prêt, va faire ton truc. Donc pour apprendre, je ferais pareil. Si je devais redémarrer de zéro, j'irais te demander de faire un stage chez toi, j'irais demander de faire un stage chez des gens, tu vois, que je respecte dans l'univers du digital, en France ou à l'étranger, quitte à pas être payé, rien à foutre. Mais je leur demanderais de me montrer un petit peu leur méthode de travail, leurs secrets, de me laisser monter mon petit site à côté pour essayer de pratiquer. Et je me reposerais intégralement sur ma capacité à apprendre auprès de quelqu'un qui aurait la gentillesse, la patience et la bonne volonté de me partager ses méthodes de travail. Très bonne réponse. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pensent pas à ça. Mais moi, je prends toujours l'exemple, tu sais, t'as Chef's Table sur Netflix, qui reprend la vie d'un chef, tu vois, comment il a réussi, etc. Et je trouve dans le monde de la cuisine, il y a beaucoup cet aspect-là de, tu dois travailler pour un grand chef avant d'ouvrir ton resto. Et tu travailles pas 3 mois pour ce grand chef-là, tu travailles des années. En général, tu vas travailler dans la cuisine, tu commences au plus bas, tu montes, tu montes, tu montes. Les horaires sont affreuses, tu fais ça des années. Si tu restes le plus longtemps et que tu apprends toute cette personne-là, après, tu es un monstre en cuisine. Mais il faut passer par ce premier palier qui est passer des années avec un grand chef pour apprendre, écouter, voir ce qu'il fait, voir pourquoi il a réussi. Et après, tu peux réussir dans la cuisine. Alors bien sûr, tu peux réussir sans, mais quand tu vois ces parcours-là, c'est ça. Et je pense que dans le monde, tout ce qui est business en ligne, beaucoup de personnes cherchent le raccourci. Et du coup, ils essayent de trouver un business qui leur apporte de l'argent rapidement en étant en slip derrière leur ordi. Et voilà, je veux bosser tout seul, faire de l'argent rapidement. Mais tu as vraiment raison de souligner ça, c'est que le mentoring, donc aller bosser pour une personne. Et tu vois, quand tu dis ça, je pense à Yann de Koopman, par exemple. Toutes les personnes qui vont bosser pour lui, et même que ce soit Julien Jiménez, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ressortent en monstre, quoi. Tu vois, il y a Guillaume qui a sorti Affiliate, tu vois, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un énorme booster. Et une fois que tu bosses à côté de la personne, il n'y a pas de filtre. C'est pas, tu suis pas une formation, t'es avec la personne, elle va te dire, tu vas voir le mindset, tu vas voir tout ce que la personne fait au quotidien. Et je pense que ça aide énormément. Donc, ouais. Le Je voulais pas mentoring, aller citer, bosser pour quelqu'un pendant un moment, c'est important. on en oublierait plein si on commençait à citer des noms, mais tu as raison, les deux personnes que tu as citées, le nombre de personnes qui sont passées dans leur boîte et qui derrière ont monté des super business, qu'est-ce que tu veux dire à ça, tu vois? Ils ont pas appris par eux-mêmes, tu vois. Évidemment, tu apprends toujours par toi-même en parallèle, c'est ce qui fait que tu développes un truc de ouf, parce que si tu te reposes que sur ce que tu vas apprendre dans une boîte ou auprès de quelqu'un, tu peux être peut-être un petit peu, tu vois, t'as des œillères, quoi, t'as une méthode de travail, il faut la faire évoluer, mais, mais c'est sûr que c'est, c'est un excellent moyen de voir plein de choses, d'apprendre à la dure, ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ferais anytime. Et tu vois, j'irai toquer à la porte de Julien, j'irai toquer à la porte de Yann, j'irai toquer à ta porte, j'irai toquer à la porte de plein de gens dans l'univers et je leur demanderai, vas-y, je peux bosser pour toi un petit peu et apprendre. Et voilà. Ouais, avec la même humilité. Je connais rien, je suis prêt à apprendre et voilà, je me tais, j'écoute. Et je trouve que c'est pas mal d'avancer comme ça. Donc du coup, tu avais une question pour moi. Ouais, je vais te raconter une dernière anecdote qui illustre vraiment ça et après, je te poserai ma question. Mais il y a 3 ans, j'ai suivi une formation d'éducateur canin. J'avais envie de découvrir un autre métier, tu vois, et je suis allé
faire 3 semaines de... Le diplôme d'éducateur canin, il est pas long à obtenir. La formation en elle-même est pas facile, mais le diplôme est pas très long à obtenir parce que c'est pas des diplômes officiels. C'est pas reconnu encore comme diplôme officiel, mais pour te dire, tu vois, je me suis pointé là-bas, j'ai jamais eu de chien. J'avais un site canin, hein, évidemment, mais j'ai jamais eu de chien. J'ai jamais promené un chien, tu vois, je savais même pas comment on tenait une laisse. Et au bout de 3 semaines, j'ai fini major de promo. Et en fait, les éducateurs qui m'ont formé, tu vois, ils m'ont dit, putain, c'est un peu frustrant que ce soit un mec qui veut même pas être éducateur canin, qui finisse major de promo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai fini major de promo pour une seule raison. C'est que j'ai accepté que je n'y connaissais rien et que ça servait à rien que je pose une question à chaque fois qu'on me posait un truc qui, dans mon cerveau, me disait t'es sûr ou t'es pas sûr, tu vois. Alors que je peux te dire que toute la formation, tous les gens qui avaient un chien, à chaque case study, ils voulaient ramener l'exemple de leur chien pour demander si le cas de leur chien, finalement, n'était pas un cas particulier ou un truc comme ça, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu t'enfermes justement dans ton expérience passée ou dans tes trucs, tu peux avoir tendance à rejeter des choses qu'on va t'apprendre. C'est un peu comme la discussion qu'on avait tout à l'heure, tu vois, sur tes parents qui te disent un truc et tu te dis non, non, on verra, tu vois. Ben là, c'est un peu pareil. Parce que tu as été éditeur de site, si quelqu'un te dit monte un truc comme ça, tu vas dire ah, non, moi je l'ai fait 10 fois, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allé à cette formation d'éducateur canin sans avoir jamais travaillé avec un chien. Et ben, j'ai tout enregistré, tout appris, tout recraché par cœur, tout refait exactement comme il le disait. J'ai fini major de promo, tu vois. Et c'est ce qu'il faut retenir quand tu veux apprendre dans un domaine, c'est cette humilité. Alors que tu vois, le soir dans mon van, je devais taffer sur mes sites, gérer ma boîte, etc. Tu vois. Mais le matin, je me réveillais et je me disais, dans ce truc-là, je suis un noob total, je n'y pige rien, donc tout mon ego et ma volonté de d'ouvrir ma gueule ou machin, un truc, tu la mets de côté, t'apprends et t'enregistres. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête quand tu veux aller apprendre un truc, c'est que pendant un certain temps au moins, faut être capable d'accepter de la boucler et de juste enregistrer l'info qu'on te donne et après tu verras comment tu l'utilises, quoi. Non, c'est un très bon exemple. Et c'est vrai que, bah, tu vois, moi, je prends l'exemple de la formation. Il y a des personnes qui me posent des questions sur un sujet qui est pas traité dans la formation, des choses là. Ce que je dis tout le temps, c'est que ma formation, tout n'est pas parfait. Il n'y a pas toutes les informations du monde dedans, toutes les informations autour du SEO, etc. Mais je te demande juste une chose, c'est de la suivre de A à Z, de faire ton premier site dessus, d'aller jusqu'au bout. Et ensuite, tu te poseras des questions, tu iras voir d'autres personnes, tu iras voir toutes les personnes qui font des formations, tu peux prendre une autre formation, tu peux aller regarder des conférences. Mais une chose, c'est d'appliquer et d'écouter du début à la fin, en fait, ce que je te dis, parce que ce que je te partage, j'y crois et ça fonctionne parce que je l'ai fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est une chose, et tu le soulignes bien avec cet exemple sur ton diplôme canin, et que j'avais vu d'ailleurs sur un de tes sites, et je m'étais posé la question. Et, c'est vraiment ça. Et tu vois, qu'on reprenne le mentoring, que ce soit une formation, que ce soit un livre, ou peu importe, tu vois, même sur le développement perso, ou peu importe, c'est vraiment ouais, écouter à la lettre, appliquer, et ensuite tu te poses des questions, et tu vas chercher plus loin dès que tu as acquis les bases. Ouais. Tu gagneras du temps et voilà. Après, il y a plein de choses qui seront pas parfaites que tu pourras questionner, améliorer, mais au moins, tu as acquis ces bases beaucoup plus vite que si tu avais questionné chaque étape de l'acquisition des bases. Ouais, complètement. Et du coup, question finale, pourquoi montrer ton visage sur un podcast? Pourquoi? Parce que alors toi, bah tu le sais parce que on s'est déjà appelé, qu'on a déjà fait des trucs ensemble, mais en fait toutes les personnes qui viennent en intervention dans ma formation, je monte tout le temps ma tête. Et à partir du moment d'enregistrer, je coupe. Pourquoi? Parce que voilà, il y a ce côté-là où j'aime bien être anonyme. J'ai adoré commencer par l'anonymat parce que si des personnes me suivent aujourd'hui, c'est pour le contenu, mais c'est pas pour les Lamborghini que je vais vous montrer après dans le podcast. Non, c'est pas pour tu vois tout le côté visuel, etc. C'est pour le contenu. C'était très très agréable d'avancer comme ça, mais euh, le côté vidéo, je pense qu'il y a
bah déjà il y a une énorme différence entre juste écouter et voir la personne. Et c'est surtout aussi par respect pour toutes les personnes qui viennent. Tu vois, les interviews j'en ai fait et j'avais pas mon visage. Et aujourd'hui, bah je pense que c'est un côté voilà respectueux aussi de montrer sa tête quand une autre personne la montre. Donc voilà pourquoi. Et ben, c'était très cool en tout cas d'enregistrer ce podcast avec toi. Merci pour l'invitation encore une fois. Eh ben, merci d'être venu, Kevin. T'es le premier et je tenais vraiment à t'avoir en premier parce que voilà, je sais que ton parcours est cool, qu'on s'entend sur beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, donc si tu peux dire aux personnes qui regardent cette vidéo, qui écoutent ce podcast, où on peut te trouver. Sur Twitter, c'est la partie où on est le plus actif, .market EU, tout attaché. Sur LinkedIn, Kevin Jourdan et toute l'équipe de .market qui y est. Et sur notre newsletter qui s'appelle l'investisseur web et où on partage vraiment de l'actu achat-vente de sites. Donc c'est assez niché, mais si le sujet t'intéresse, c'est là-bas que ça se passe. C'est niché, mais très, très intéressant. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément en France, c'est l'aspect business de l'édition de site. Et l'achat et revente, ça fait partie. Et la newsletter est vraiment top. Et j'en entends que du bien, donc foncez. Merci. Écoute, merci à toi, Kevin. Bonne continuation. Je te souhaite courage pour le boss final de ta carrière professionnelle. Et on se revoit très bientôt, j'espère. Ça marche. À plus. Ciao, ciao. Ciao.